Donc, bon après-midi à tous. Je suis Stéphanie Guingamp, médecin épidémiologiste, et j'occupe le poste de référente épidémiologie à Médecins du Monde. Depuis le début de l'année 2020, le monde entier vit au rythme de l'évolution de la pandémie de Covid-19. Si la pandémie concerne tout le monde, l'impact n'a pas été le même pour tous. L'application des mesures imposées pour la contenir, y compris l'acceptation de la vaccination, demeure un réel enjeu. Dans ce contexte, plusieurs recherches ont été menées auprès des populations en situation de précarité en France. Durant cette session, nous parlerons de l'éthique de la recherche en temps de Covid. Quelles précautions auprès des plus précaires ? Donc, autour de cette table, nous avons, pour intervenants, Marine Mosnier, coordinatrice du projet Covid Homeless, qui est un projet qui a porté sur la morbimortalité par Covid-19 dans une cohorte de personnes sans abri de la ville de Marseille. Et Charline Vincent, coordinatrice terrain de l'étude PREPREC, qui porte ou a porté sur la séroprévalence des personnes précaires en France. Donc, nous allons commencer par Charline Vincent, puis Marine prendra la parole, et nous aurons une période de questions-réponses. À toi, Charline. Oui, bonjour à tous. Juste pour revenir sur ce que Stéphanie disait, je devais initialement présenter l'enquête Prévac, pour laquelle on est encore en phase terrain, et j'ai jugé bon de peut-être présenter l'enquête Préprec, qui a été menée en juin 2020, pour laquelle on a déjà des résultats, et qui a été également menée dans un contexte opérationnel, donc je pensais que ça pouvait être intéressant d'en discuter aujourd'hui avec vous. Voilà. Je travaille pour Médecins sans frontières, et donc je vais vous présenter cette étude Préprec qui portait sur la prévalence du SARS-CoV-2 auprès des populations précaires en Île-de-France, qui a été menée du coup en juin 2020. Donc pour revenir rapidement sur le contexte opérationnel d'MSF auprès des populations vulnérables, faut savoir que de 2015 à 2017, MSF intervenait dans le camp de Grande-Sainte, et depuis 2017 a ouvert un centre pour mineurs non accompagnés, et propose du coup à ces jeunes un accueil, une orientation, mais également de l'hébergement. Et MSF réalise également des maraudes de santé à raison d'une fois par semaine. Donc il faut se resituer un petit peu dans le contexte de l'an passé. Le 17 mars 2020, c'était le premier jour du premier confinement. Et c'est le jour également où a été démantelé le camp d'Aubervilliers, où il y avait à peu près 800 personnes qui ont été relogées sur des hôtels et dans des gymnases. Donc à cette époque-là, je travaillais comme infirmière du coup en renfort sur cette mission, où on intervenait directement auprès des gymnases, des hôtels, donc principalement des travailleurs sociaux pour les épauler, les aider à mettre en place des protocoles gestes barrières dans le cadre du Covid-19, dans un contexte où on était sur de l'hébergement très collectif avec une grande promiscuité. On réalisait également des cliniques mobiles pouvant pallier aux soins des personnes à cette époque-là. Et on proposait également, on avait quand même peu accès aux tests PCR à cette époque, mais on essayait d'en proposer dans la majeure partie des cas. Ce qu'on s'est rendu compte rapidement, c'est que déjà, toutes les personnes qu'on rencontrait avaient un accès très restreint au dépistage Covid-19. Et de par notre proximité avec ces personnes sur le terrain, ces personnes semblaient avoir été très contaminées par la Covid-19. Ce qui nous interrogeait à cette époque-là sur les chiffres qui pouvaient être donnés justement en termes de contamination, qui étaient aux alentours de 12% estimés en Île-de-France et de 6% en France.
Donc on a décidé de mener cette enquête afin d'évaluer le niveau d'exposition au SARS-CoV-2 au sein de cette population et également de déterminer les facteurs de risque d'exposition. Donc notre population d'enquête, ce qui est un petit peu particulier, c'est qu'on est intervenu uniquement sur les sites où MSF était intervenu de façon opérationnelle de mars à juin 2020. Donc au sein d'hôtels, de centres d'hébergement d'urgence, foyers de travailleurs migrants et sur des lieux de distribution alimentaire. Je vais passer brièvement sur d'autres slides, mais voilà. Le recrutement des personnes se faisait du coup par tirage aléatoire simple quand on disposait d'une liste des personnes sur les sites, et quand ce n'était pas le cas, on réalisait un tirage aléatoire systématique. Donc il y avait 2 types de données qui étaient collectées. D'une part, via une prise de sang, la sérologie Covid-19 des personnes, et d'autre part, il y avait un questionnaire qui portait du coup sur les facteurs de risque et des données sociodémographiques. Donc, juste à titre informatif, donc ces tests sérologiques, ils ont été menés en lien avec l'Institut Pasteur. C'est un petit peu technique, mais à cette époque-là, le gold standard, c'était le test Lou-Lisa qui permettait de pouvoir diagnostiquer si les personnes avaient des anticorps, donc si elles avaient eu le Covid avant le mois de juin 2020. Donc, comme je vous disais, on est intervenu sur des lieux de distribution alimentaire, foyers et des centres. Donc, les centres, ça regroupait les centres d'hébergement d'urgence ainsi que les hôtels. On a eu 818 inclusions au total. Donc, notre population était constituée à presque 80% d'hommes. 91% des personnes étaient nées hors France et 25% des personnes étaient arrivées en France il y a moins d'1 an. Quand on regarde du coup la séroprévalence au niveau des différents sites, elle était bien au-delà de ce qu'on attendait et de ce qui avait pu être mis en évidence au niveau français, au niveau Île-de-France. On retrouvait une séroprévalence SARS-CoV-2 de 50% sur les centres d'hébergement d'urgence, 25% des personnes qui avaient été contaminées sur les distributions alimentaires et près de 90% au niveau des foyers de travailleurs migrants. Voilà. Quand on ajustait du coup sur le site d'enquête, donc sans tenir compte de où la personne avait été interrogée, on a pu mettre en évidence avec cette enquête que le risque de séropositivité au SARS-CoV-2 était plus élevé du coup chez les personnes qui étaient sur les foyers de travailleurs migrants et centres d'hébergement d'urgence par rapport aux lieux de distribution alimentaire, mais également que la promiscuité, donc le fait de partager son lieu de vie, donc sa chambre, ses sanitaires, les lieux communs avec un grand nombre de personnes, ainsi que le fait d'avoir transité par un gymnase pendant le début du Covid, avait pu être justement un facteur de contamination plus élevé. À côté de ça, on a pu également mettre en évidence que le fait d'être sorti régulièrement de son lieu de vie et le fait d'être fumeur régulier avait pu avait pu réduire le risque justement de contamination. Je passe sur ça. Donc finalement, à cette époque-là, donc en juin 2020, c'était la première étude de séroprévalence menée en Europe auprès des populations précaires. On retrouvait une séroprévalence très élevée qui reflétait également l'intensité de la première vague. C'est ce que d'autres enquêtes avaient pu mettre en évidence à cette même période ou un peu après également. On a pu mettre en évidence également que la densité de population et la promiscuité étaient des facteurs de risque d'exposition et que les personnes qui sortaient régulièrement de leur lieu de vie avaient été moins exposées. Je passe. Donc ce que cette enquête nous a apporté au niveau notamment opérationnel, on a pu appuyer un plaidoyer justement pour que des hébergements plus adaptés soient proposés à ces personnes, des hébergements au maximum plus individuels afin d'éviter cette promiscuité, ainsi qu'une gratuité de l'accès aux soins, au dépistage et que les personnes soient prioritaires pour la vaccination Covid-19.
Juste pour vous expliquer rapidement, donc ça c'était la partie, cette enquête de séroprévalence. Mais à côté de ça, on a mené une autre enquête qui a duré 3 semaines avant cette enquête-là, qui s'appelait Précaré. C'était des questions beaucoup plus qualitatives qui portaient notamment sur l'accès aux soins des personnes. Donc voilà, ça nous a permis, en complément de l'enquête Préprec, d'apporter d'autres appuis en termes de plaidoyer, etc. Notamment de faciliter l'accès à l'aide médicale d'État, de conserver les passes ambulatoires, de conserver les cliniques mobiles et le principe d'aller vers les personnes, et de lutter contre les barrières en termes de traduction, d'information, de confidentialité, etc. En termes de vaccination, du coup, de juin à septembre 2021, MSF, toujours dans cette idée d'aller vers, a vacciné à peu près 5000 personnes en Île-de-France, des populations précaires, notamment grâce à une clinique mobile qui était située vers la porte de la Villette. Et du coup, comme je vous parlais actuellement, on est en phase terrain de l'enquête Prévac, qui porte plus spécifiquement sur l'accès et les barrières d'accès à la vaccination Covid-19 des populations précaires en Île-de-France, sur laquelle je coordonne l'enquête, et Marine qui coordonne la partie Marseille. Donc juste pour... je voulais resituer quand même un petit peu cette enquête pour que vous compreniez bien de quoi on parle, et je voulais qu'on puisse du coup discuter maintenant un petit peu des considérations éthiques que j'ai découpées en 4 volets. La première qui concernait la préparation de l'étude. Donc, mais ça c'est un questionnement qu'on a eu... Donc moi, je travaille avec un autre médecin et avec 2 anthropos sur cette enquête. Et on s'est questionné justement sur la nécessité de scinder les questions socio-démo qualitatives versus biologiques. Ça a été des débats en interne. On a choisi finalement de scinder en 2 parce qu'on a clairement fait 2 études séparées, mais c'était un questionnement en tout cas au sein de notre équipe. En ce qui concernait les sites d'intervention, on est parti en fait d'une mission opérationnelle à proprement parler, qui s'est transformée en fait en étude scientifique. Donc d'une part, on peut s'interroger sur une étude de mauvais impact de nos actions préventives, parce que cette enquête visait aussi à évaluer finalement l'action ou la bonne ou la mauvaise action, en tout cas des associations ou de quelconque acteur qui intervenait auprès de ce public. Et puis on avait aussi cette double casquette. Un mois avant, on intervenait encore en clinique mobile, on réalisait des PCR, il y avait des médecins qui faisaient des consultations. Et là, nos enquêteurs qu'on avait recrutés pour mener cette enquête portaient le brassard MSF et posaient des questions sur l'accès aux soins, les difficultés que les personnes ont rencontrées. Et beaucoup de personnes, en fait, bien sûr, nous voyaient comme ceux qui étaient déjà passés plusieurs fois dans la structure, comme des personnes qui allaient pouvoir leur apporter des soins. Et c'est vrai que ça a posé des difficultés aux enquêteurs qui ne savaient pas forcément quoi répondre. Donc dans la préparation de l'étude, on s'attendait beaucoup à ça, évidemment. C'est pourquoi on avait construit un guide, un petit peu comme le SoliGuide, c'est-à-dire une petite cartographie aux alentours du lieu d'enquête de l'enquêté, avec la permanence d'accès aux soins la plus proche, le centre de santé le plus proche, etc. Mais c'est posé des difficultés, notamment pour la santé mentale. Beaucoup de personnes avaient besoin de parler, avaient des idées noires, et malheureusement, en pleine période du Covid, en tout cas, c'était pas simple d'avoir un recours aux soins à ce niveau-là. Voilà. On a également, étant donné qu'on était intervenu sur des hôtels, des centres d'hébergement, etc., on était bien vu des gestionnaires et des autorités aussi qui nous soutenaient dans cette démarche d'enquête. À côté de ça, je pense notamment sur les foyers de travailleurs migrants. Il ne suffisait pas d'avoir l'autorisation de rentrer sur le site de la part de la DRIL ou d'avoir un lien quelconque avec une association. Ça a été très long de sensibiliser le comité de résidents qui finalement a un rôle un petit peu
de sages, enfin quelqu'un qu'on écoute vraiment, qui fait partie de la communauté. Donc ça a été beaucoup de réunions avec ces comités de personnes et également, même une fois sur place, on pouvait rencontrer plein de difficultés. Les personnes ne voulaient pas du tout nous répondre. C'était très site dépendant. En ce qui concernait le déroulement de l'étude, donc on a dû anticiper un petit peu. On était encore en pleine période Covid, donc il y avait d'une part la prévention Covid, le respect des gestes barrières, le fait de garder bien ses distances avec les personnes interrogées, mais et à côté de ça, la confidentialité, donc le fait de ne pas pouvoir poser des questions ou faire une prise de sang comme ça dans un couloir, notamment également pour des questions d'hygiène. Donc on a fait le choix d'installer, quand c'était possible, des tentes par exemple. Là on était sur un lieu, sur la photo, sur un lieu de distribution alimentaire. Donc c'était un grand lieu ouvert, c'était au carreau du Temple. Oui. Donc voilà, c'était un choix qu'on a fait. On a veillé également en termes de traduction à traduire les notices d'information, les formulaires de consentement, les questionnaires qui étaient administrés par des enquêteurs qui ont été recrutés, notamment pour leurs compétences linguistiques. On avait veillé à recruter beaucoup de farciphones, d'arabophones, d'anglophones. Et on faisait également appel, on avait un budget ISM interprétariat qui permet un interprétariat par téléphone. Voilà. Concernant les prélèvements biologiques, il y a eu beaucoup de craintes de la part des personnes et des refus de participation. Autant la partie questionnaire qui durait à peu près 15 minutes n'a pas forcément été un souci. Autant les prélèvements biologiques, c'était un peu plus compliqué. Déjà, ce n'était pas évident d'expliquer aux personnes à cette époque-là qu'est-ce qu'on allait rechercher par ce prélèvement. Souvent, les personnes nous disaient « mais moi j'ai fait une PCR il y a 2 semaines, c'était négatif, donc c'est bon ». Voilà. Donc, bien expliquer la différence entre les deux, ce qui, à cette époque-là, aujourd'hui, on est tous très habitués à ces termes techniques, mais à l'époque, ce n'était pas évident du tout. Et puis après, d'autres refus de participation, bien évidemment, soit parce qu'un leader communautaire ne portait pas cette étude, ne souhaitait pas que cette étude soit réalisée sur le site, ou pour des raisons culturelles, religieuses ou autres. Comme je vous le disais, donc on est intervenu sur des sites qui étaient quand même très différents et le rendu des résultats a été parfois assez compliqué. Par quoi commencer ? Déjà, les personnes qui souhaitaient garder l'anonymat pouvaient rester anonymes. Donc, c'était de façon logistique, c'était pas très simple d'avoir une partie questionnaire et une partie laboratoire de façon anonyme, mais c'était possible. C'était en tout cas un droit qu'on proposait aux personnes. Mais de façon très simple, ce qu'on a essayé de veiller de faire, c'était le jour où on intervenait pour faire l'enquête, on disait aux personnes, on revient tel jour, c'était souvent une semaine plus tard, on revient tel jour, on restait quasiment toute la journée avec des enquêteurs qui pouvaient aussi traduire les résultats aux personnes. Donc on essayait le maximum de remettre en main propre les résultats, traduits, en expliquant à la personne qu'est-ce que voulait dire positif, négatif, et si elle avait des questions. Quand c'était pas possible, quand la personne ne se présentait pas le jour même sur le site, c'est arrivé quelques fois, notamment pour les foyers de travailleurs, on avait la possibilité de remettre dans leur boîte à lettres nominative leurs résultats. Et pour quelques personnes qui ont souhaité de rester anonymes, mais qu'on n'a pas pu contacter parce qu'elles n'avaient ni donné de numéro, ni d'adresse parce qu'elles n'avaient pas d'adresse, bon, sur 818 personnes, je crois que c'était 5 ou 6 personnes pour qui on n'a pas pu rendre aucun résultat. Voilà. Et la partie aussi compréhension de ce que veut dire positif et négatif, contrairement à ce qui se disait ce matin, c'est vrai que là, on était dans
On n'était pas vraiment dans une annonce diagnostique d'un cancer, mais les personnes avaient quand même besoin d'explications. Et bon, du coup, pour beaucoup de personnes, elles prenaient le papier, elles disaient « Ah, mais positif, ça veut dire que c'est bon, j'ai pas eu le Covid, j'aurai pas le Covid. » Bon, voilà, ça nécessitait quand même de reprendre avec elles ce que signifiaient vraiment ces résultats. Mais du coup, bon, c'est un peu flou, mais on avait du coup rajouté sur le document qui leur était remis avec le résultat. Donc il y avait bien sûr les résultats labo qui leur a servi même après pour obtenir certains passes sanitaires. Mais il y avait une conclusion, en tout cas, qui expliquait que cela signifiait que si c'est positif, c'est parce que ça montre que dans les derniers mois, vous avez certainement contracté le Covid, même si vous n'avez pas eu de symptômes. Voilà. Et enfin, je voulais parler un petit peu avec vous de la diffusion des résultats. Donc bien sûr, on a garanti la confidentialité des sites. C'est ce qui nous a permis également d'accéder à toutes ces structures. Et une fois que les résultats sont sortis et qu'on a pu mettre en évidence une séroprévalence très très élevée dans cette population, contrairement à la population générale qui vit dans son logement, les autorités nous ont demandé mais du coup c'était où, il nous faut les adresses, quoi. Bon, on s'en est tenu en tout cas à ce qu'on avait on a respecté en tout cas bien sûr la confidentialité de toutes ces structures. Autre point, cette enquête nous a permis après, comme je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure, d'appuyer le plaidoyer opérationnel, de développer d'autres actions, notamment l'action de la vaccination ou l'enquête sur laquelle on travaille actuellement. Mais elle a également permis des discussions avec les autorités de santé, avec le ministère, qui, en tout cas c'est mon opinion, a été en quelque sorte un passeport justement pour permettre ces discussions et cette communication. Donc cette enquête a été très médiatisée. Il y a eu également une extrapolation de certains résultats. Je me rappelle d'un collègue à moi qui s'est dévoué pour aller sur BFM TV et le bandeau en dessous qui passait disait en gros 50% des précaires ont eu le Covid, quoi. Bon, ça restait... cette enquête n'était pas vraiment extrapolable déjà dans le sens où c'était dans un contexte opérationnel, où on est intervenu sur des sites où on était présent. Donc c'est clairement un biais déjà de pouvoir dire ça. Et d'autant plus que, comme vous avez pu le voir, 50% c'était une moyenne, mais qu'il y a des sites sur lesquels il y avait une contamination qui était quand même bien plus faible. Et on a essayé également d'être vigilant sur le risque de discrimination. Là, à l'oral, je vous parle de foyers de travailleurs migrants pour ne pas confondre avec les foyers de jeunes travailleurs. C'est souvent une petite confusion qu'on peut faire. Mais en tout cas, dans les mots de communication qu'on a pu avoir, mais également dans les papiers qu'on a pu sortir, on veillait à ne pas diffuser ce mot-là pour ne pas pointer du doigt cette population. Et on avait du coup veillé, bien sûr, en amont à préparer avec les services com des messages non discriminants. Voilà. Je crois que c'est tout. Merci Charline, on va passer à Marine. Bonjour tout le monde, donc merci à vous toutes et tous d'être ici. Du coup, moi je vais vous présenter, alors vous allez voir, il y a pas mal de choses qui vont être redondantes, parce que du coup, c'est une étude Covid Homeless qu'on a menée sur Marseille, donc qui était également d'évaluer la morbimortalité, mais également la séroprévalence chez les personnes précaires, donc, et notamment des personnes qui vivent à la rue.
Donc, pour nous, en termes d'éthique sur cette étude, il y avait un peu une question d'éthique à toutes les étapes de la préparation, et un peu une double responsabilité, parce qu'on a une éthique donc scientifique envers les pairs, mais aussi envers les enquêtés auprès des personnes qu'on avait donc recrutées sur la cohorte. Covid-19, donc c'est un peu une double crise pour les personnes précaires, donc avec une mortalité quand même beaucoup plus élevée chez les populations les plus pauvres et les personnes nées à l'étranger. Donc ça, c'est de plus en plus démontré par plusieurs études qui viennent de sortir et qui sont sorties également. Des facteurs préexistants d'inégalité sociale, comme disait Charline, le fait d'habiter dans des hébergements d'urgence collectifs aggrave la séroprévalence, enfin, fait que les personnes sont beaucoup plus touchées par le Covid. Un renoncement aux soins ou un accès moindre de l'offre de soins. Je pense à Marseille, les quartiers nord, par exemple, sont complètement désertés des centres de santé et notamment des centres de dépistage. Et notamment également une prévalence donc, de comorbidité chez les personnes les plus précaires, notamment avec des problématiques de diabète, d'obésité, etc. Donc, l'étude Covid Homeless, donc l'objectif, comme je vous ai dit, c'était un peu d'estimer la morbimortalité par la Covid. Donc, c'est une étude de cohorte qui était donc financée par la DGOS, l'ARS, et qui était faite donc en partenariat avec Médecins du Monde et l'APHM, donc les hôpitaux de Marseille. On faisait des dépistages donc sérologiques à base de TROD à M0, M3 et M6. Donc on avait un suivi de cette cohorte. Et on avait donc inclus 1400 personnes. Ces personnes, c'était donc des personnes qui vivaient à la rue, enfin, qui dormaient dans la rue, en hébergement d'urgence, en squat bidonville et en CHRS. Et on travaillait en partenariat avec 18 autres structures associatives qui, justement, avaient ces populations dans leur file active. Donc l'éthique à toutes les étapes du projet, c'est-à-dire que même au niveau de la préparation du protocole, de l'écriture du protocole, du questionnaire, ça a été fait de façon collective avec toutes les autres structures. Ce qui a été compliqué, je vous avoue, parce que tout le monde voulait rajouter ces questions, parce que c'est vrai qu'on a très peu d'infos sur les personnes précaires. Il y a très très peu d'études qui sont faites à ce niveau-là. Donc ça a pris pas mal de temps, mais du coup ça a été fait de façon collective, donc c'était très intéressant. Et on parlait notamment des problématiques de traduction et tout ça. Et c'est vrai que les questionnaires sont passés entre les mains aussi de médiateurs, pour essayer de voir si les questions... si vous voulez, si les questions étaient posées de façon compréhensible. Du coup, pendant le déroulement donc, de la recherche, on a fait avec les populations, je vous expliquerai un peu plus tard, mais on a recruté des travailleurs pairs et on a recruté notamment des médiateurs qui faisaient partie de ces communautés. Et puis on travaillait avec les structures qui suivaient au jour le jour ces personnes. Et puis, au niveau de l'analyse et des résultats, on a essayé qu'il y ait une appropriation des résultats par les populations. Donc, le cadre réglementaire qui a été co-construit avec les équipes, donc on a fait une soumission donc, au CPP, donc le Comité de protection des personnes. On a eu un avis favorable. On a fait donc, des notices d'information, consentement éclairé, traduits dans plusieurs langues, notamment arabe, rom, anglais, géorgien, enfin. Et il y a eu la problématique de l'anonymisation des données. Parce que quand vous bossez avec 18 structures qui font des inclusions,
qui ont des files actives différentes, mais où les personnes peuvent avoir recours aussi à plusieurs associations. C'est-à-dire qu'une personne peut avoir recours à une association pour un hébergement, mais également à une autre association pour ses problèmes addictifs ou pour aller recevoir de l'aide alimentaire. Il y a eu beaucoup de travaux faits pour s'assurer qu'il y ait une anonymisation des personnes et en même temps qu'il n'y ait pas de doublons dans notre cohorte. Donc on a utilisé Nextcloud, qui est un fichier en fait crypté, qui a été réalisé par les mines de Saint-Étienne, afin que chaque association ait sa liste de personnes, donc avec des noms et des numéros d'inclusion, parce qu'on a un suivi, donc on est quand même obligé à un moment donné d'avoir une liste de noms des personnes, mais qui ne pouvait pas être visualisée par les autres structures. En termes de cadre opérationnel, Charline en parlait tout à l'heure, le fait d'aller vers est primordial, parce que avec une équipe, je dirais, pluridisciplinaire et qui est très complémentaire. Donc nous, on avait une équipe, par exemple, d'infirmières, d'infectiologues, de médiateurs, de travailleurs pairs, d'enquêteurs, et également, on travaillait avec le réseau ASAB, qui est en fait un collectif qui coordonne en fait toutes les structures d'équipes mobiles socio-sanitaires sur Marseille. Et pour nous, c'était important d'aller au-delà du questionnaire. On n'était pas seulement sur le questionnaire et le recueil de données. Donc, adapter aux besoins et donc ajuster le cadre opérationnel. Lorsque on a écrit le protocole, comme tu disais, Charline, il y avait très peu de dépistage à l'époque. Notamment, nous, on n'avait aucun dépistage dans les quartiers nord. Et puis, dans les squats et bidonvilles, il y a une rupture d'accès au droit commun qui est quand même assez impressionnante. Et en plus, au début, rappelez-vous, si on n'avait pas de sécurité sociale, on ne pouvait pas y accéder. Ça s'est débloqué par la suite. Mais donc, du coup, si vous voulez, au niveau de la préparation, on s'est dit, OK, on veut mettre en place un questionnaire, mais il faut également qu'on puisse proposer du dépistage. D'une part, avec des trottes sérologiques. Donc ça, c'était des trottes qu'on réalisait sur place, où on avait le résultat en 10 minutes, qui permettait donc aux personnes de connaître leur statut également. Et on avait ce qu'on appelle le point of care, qui est en fait une PCR mobile, et qui nous permettait de l'emmener sur place. Donc on amenait notre petite PCR, comme vous pouvez voir là sur la photo à gauche, et on dépistait les personnes soit symptomatiques, soit cas contact, directement sur place, et on avait les résultats en 20 minutes. Donc c'est vrai que c'était un peu plus simple pour nous sur la remise de résultats, comme tu parlais tout à l'heure, Charline. En revanche, c'était compliqué aussi, parce qu'à des moments, dans les squats bidonvilles, quand vous avez 300 personnes, de trouver un endroit discret et confidentiel pour donner le résultat. Parce que c'est vrai que déjà, il y avait toute cette problématique d'expliquer aux gens la différence entre positif et négatif, parce que d'être positif avec la PCR, ça voulait dire que tu avais le Covid, mais d'être positif avec le TROD, c'était plutôt bon signe, c'est que tu avais déclenché une immunité. Donc tu vois, il y avait déjà cette problématique. Et en plus d'éviter la stigmatisation. Nous, dans beaucoup de squats à Marseille, par exemple, c'était très compliqué d'annoncer un résultat positif, et même un résultat positif TROD, qui pourtant était plutôt bon signe, parce que, si vous voulez, dans la communauté, c'était très mal vu et les personnes étaient stigmatisées. Donc il a fallu vraiment faire très attention à cet aspect-là. Je vous disais tout à l'heure, oui, on allait au-delà du questionnaire et limite au-delà de même des objectifs scientifiques de l'étude. À Marseille, on est déjà une ville où il y a un taux de précarité très important. Le confinement plus la crise sanitaire a accentué de façon assez drastique ces situations-là et on a fait des nouveaux. Enfin, il y avait déjà des personnes qui étaient très fragiles mais qui se sont retrouvées à la rue du jour au lendemain. Et pour nous, c'était compliqué d'aller sur site, de demander aux gens, vous avez 3 quarts d'heure pour répondre à une question et on vous fait un petit TROD, tu crèves la dalle, t'as pas d'hébergement,
t'es dans la merde, bah excuse, désolé mon pote, mais c'est pas notre boulot, quoi. Donc du coup, on a mis en place en fait une approche très globale et multiniveau. C'est-à-dire qu'on faisait autant de l'accompagnement pour trouver un hébergement, appeler le 115 qui était complètement saturé, essayer de faire du lobbying auprès des institutions. Et on a pu monter des hébergements alternatifs avec des associations sur Marseille avec des personnes qu'on appelle grands marginaux parce qu'ils étaient souvent expulsés des centres d'hébergement d'urgence. On a pu mettre en place et soutenir les structures aussi à isoler les personnes qui étaient positives. On a fait de l'accès à l'alimentation, on a fait de la distribution de produits d'hygiène, de l'accès aux droits. Enfin, si vous voulez, on répondait vraiment aux besoins des personnes et on n'était pas juste là en tant qu'enquêteur pour une recherche. Ce qui nous a beaucoup aidé d'ailleurs sur la suite et le suivi des personnes. Et ça nous a permis aussi de faire beaucoup de plaidoyer auprès des institutions, mais aussi auprès des structures. Parce qu'en fait, il y avait plein d'endroits où il n'y avait jamais aucune association qui était passée. Et du coup, ça nous permettait, nous aussi, de dire attention, là, il y a un endroit, les personnes, elles sont en difficulté sur telle et telle problématique. Il faut y aller, il faut être présent, quoi. Et puis, auprès des institutions, parce que comme tu disais tout à l'heure, nous, les résultats, c'est les mêmes. C'est-à-dire qu'une séroprévalence très importante dans les centres d'hébergement d'urgence. Une séroprévalence très importante, même dans les hôtels, parce que les personnes devaient se déplacer, et plus les gens se déplacent, plus on voit qu'ils se contaminent. Parce que dans les hôtels, ils ne peuvent pas se faire à manger, donc du coup, ils étaient obligés quand même de sortir, d'aller dans les centres de distribution alimentaire. Et quand on voit le gouvernement, enfin les institutions, l'argent qu'elles ont mis dans ces hébergements de chambres d'hôtel ou dans ces hébergements d'urgence, qui en fait ne correspondent pas et au contraire sont à risque en cas de crise sanitaire telle le Covid. Du coup, je dirais, en termes éthiques, ce qui nous a permis d'être acceptés et d'avoir accès aux différents lieux, c'est vraiment grâce aux médiateurs issus des communautés. Et on parlait tout à l'heure de la traduction. Je pense qu'il faut aller au-delà de la traduction. C'est comme tu disais, comme les présentations précédentes. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement de traduire un questionnaire, ce n'est pas seulement de traduire une notice d'information, c'est vraiment d'avoir des personnes qui sont là, qui peuvent traduire, mais de façon à ce que les gens se sentent en confiance, que ça soit traduit de façon adaptée, qu'il n'y ait pas justement des problématiques de mots qui pourraient être mal interprétés. Et puis, ça reste du langage scientifique, quoi. On est avec des personnes, souvent, qui sont très peu allées à l'école. Donc, il faut avoir vraiment un langage adapté et accessible. Donc ça, vraiment, les médiateurs, pour ça, ont été primordiaux. Ça a permis aussi d'adapter à mes enquêteurs leur forme d'entretien. C'est-à-dire que le positionnement de l'enquêteur vis-à-vis de l'enquêté est différente suivant les lieux, suivant les communautés. Et ça, les médiateurs ont permis ce travail-là et formé les enquêteurs à ce travail-là. Et puis, la sécurité. La sécurité, Charaline, on en parlait tout à l'heure avec Prévac, c'est très compliqué. Enfin, je veux dire, on arrive dans des sites, si vous n'avez pas des personnes qui nous permettent l'accès, qui permettent la confiance, c'est très intrusif quand même. Hein. On arrive dans des squats, on est chez les personnes. On va dans les hôtels, on rentre dans leurs chambres, c'est très intrusif. Donc c'est vrai que les médiateurs nous permettent vraiment cette sécurité et ce respect en tout cas. Donc attention particulière, je dirais le temps. Le temps parce que comme je vous disais, le questionnaire il peut prendre une demi-heure et s'il faut qu'il prenne 4 heures, il prendra 4 heures quoi. Mais souvent on pose des questions qui sortent. Enfin, je veux dire, on pose des questions sur plein de choses. Enfin, nous, le questionnaire, il y avait beaucoup de formulaires différents sur les problématiques d'addictologie, sur les problématiques de violence,
sur les problématiques de santé, les gens, ils se confient, quoi. Et puis souvent, ils ont que vous, enfin, ils ont que les enquêteurs qui viennent les voir. Donc du coup, pour eux, c'est hyper important. Et on n'a pas le droit de couper l'entretien ou de dire, bon, bah, écoute, mon gars, désolé, mais... Donc du coup, le ton, pour moi, c'était quand même hyper important en termes de respect de la personne. Mobilité et suivi, bah, c'est ce qu'on disait. Donc le fait d'aller vers, de faire du suivi, c'est-à-dire que, par exemple, quand on faisait un dépistage positif, on s'assurait que la personne, si elle avait des comorbidités, on l'emmenait dans les centres de santé pour qu'elle soit suivie. On la suivait par la suite, que ça soit le Covid ou autre chose d'ailleurs. Hein. C'était pas forcément à chaque fois des problématiques de santé liées au Covid. La compensation, alors c'est sûr que ça pose question. Il y en a beaucoup, ça les dérange. Moi, je pense qu'une personne à qui on prend une heure de son temps, bah, c'est normal qu'elle soit compensée, surtout quand on est avec des personnes qui sont dans une précarité très importante. Mais après, ça, c'est des positionnements qui peuvent être différents. Après, il faut savoir comment l'amener aussi. Enfin, je veux dire, il ne faut pas que ce soit le truc de bah tiens, tu veux 10 € de ticket service, et il faut que tu participes à mon enquête. Donc après, c'est aussi du bon sens et c'est de la bienveillance, mais je pense que la compensation, c'est important, notamment quand on prend du temps aux personnes. Ne pas stéréotyper, bon bah ça, on est tous d'accord, mais après, c'est vrai que même quand on parle du sans-abrisme, des personnes précaires, elles sont toutes différentes, elles ont toutes des problématiques différentes. Donc c'est bien de ne pas non plus les stéréotyper juste dans un groupe. Le partage des données, on en parlait tout à l'heure. Nous, on a eu pas mal de problématiques aussi, parce que c'est vrai que donc on était une cellule indépendante au niveau du dépistage, donc on était quand même censé faire remonter les informations à l'ARS, à la CPAM en cas de cluster, mais toujours faire très attention, parce qu'après c'est vrai que les institutions souvent elles veulent connaître les lieux exacts, et là c'est un peu la question qui se pose aussi avec Prévac, c'est-à-dire qu'ils veulent absolument savoir où sont les gens qui ne sont pas vaccinés. Mais il y a des problématiques derrière d'éthique et de risque de stigmatisation des quartiers, des personnes, qui est quand même à prendre énormément en compte. Donc voilà, je crois que... Ah oui. Et le rendu des résultats de l'étude. Donc on parlait du rendu, je pense que c'est souvent quelque chose qu'on oublie en recherche. On est beaucoup sur nos articles scientifiques. Mais en fait, les personnes, elles ont le droit aussi d'avoir accès aux résultats et elles sont preneuses de ces résultats. Donc pour nous, ça a été quelque chose d'hyper important. Et en fait, on a été suivis par une photographe et une personne qui faisait de la prise de son, qui faisait des entretiens avec les personnes. Et on a fait une restitution lors d'une exposition à la Friche. Je ne sais pas si vous connaissez la Friche Belle de Mai, qui est un gros lieu plutôt populaire sur Marseille. Et ça a permis en fait de faire un rendu accessible, où on ne parlait pas juste de chiffres, mais où on exposait un peu les endroits où on est passé, les personnes avec qui on a travaillé, toutes les retours également des enquêtes un peu qualitatives qu'on avait fait aussi également lors de cette étude. Et on a fait également des rendus spécifiques sur les structures, parce que c'est pareil, les structures, si vous voulez rebosser avec, c'est bien de faire un win-to-win et de ne pas toujours être dans le « on arrive, on a besoin de vous et merci, au revoir ». Donc du coup, on a vraiment fait attention à demander à chaque structure qu'est-ce qui les intéressait comme résultat. Et il y avait beaucoup de structures qui étaient intéressées de connaître, eux, sur leur structure spécifiquement, quels étaient le taux de séroprévalence, quels étaient le nombre de clusters, combien de visites on avait fait. Donc on s'est pas mal... on a fait attention à ça. On a participé à Alerte PACA. Alerte PACA, c'est un groupe d'assaut en fait, qui s'est monté
pour dénoncer en fait au niveau des institutions justement ces problématiques de précarité et notamment de logement. MDM a fait du plaidoyer également de son côté. Il y a eu des articles médiatiques et scientifiques qui sont sortis et énormément de plaidoyer auprès des institutions. Voilà, merci. Merci beaucoup Marine et merci de mettre en lumière ce travail de redevabilité qui doit, en principe, on s'efforce de poursuivre dans le cadre des différentes recherches, surtout menées à Médecins du Monde. Je ne sais pas s'il y a des interventions, des questions en salle. D'accord. Et en ligne ? Donc, en attendant que des personnes se manifestent. D'accord. Merci pour la présentation. C'est Louisa, ici, de Médecins du Monde Belgique. J'ai une question. Est-ce que vous avez pu inclure des mineurs étrangers dans votre étude ? On a fait une étude similaire à Bruxelles et on n'a pas eu le droit. Le comité éthique nous a recalé là-dessus. Donc, comment est-ce que vous avez fait, si vous y êtes arrivé ? Exactement, nous, ça nous a fait pareil. Et en fait, et ça pose des problèmes d'éthique, d'ailleurs, du comité de protection des personnes. En fait, ils nous ont recalé exactement pareil. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on voulait faire du forcing, mais le problème, c'est que tant qu'on n'avait pas l'avis favorable du CPP, on ne pouvait pas commencer l'étude, et que déjà, ça avait pris du retard, et on voulait vraiment commencer avant la fin du premier confinement. Mais je suis entièrement d'accord avec toi, à chaque fois, le fait d'inclure des mineurs, ça leur pose problème, sauf qu'en plus, on voit à l'heure actuelle que c'est en plus là où le virus circule énormément, et surtout qu'on a beaucoup de cas asymptomatiques. Mais ça nous arrive exactement la même chose. Merci pour le micro. Merci pour vos présentations, je trouvais très intéressantes. Moi, je voulais faire un commentaire sur la traduction. On en parle depuis longtemps, depuis ce matin. Et c'est pas inintéressant de se rappeler que le mot traduction, étymologiquement, c'est la même origine que le mot trahison. Et que donc, la traduction et par extension la médiation ne fait pas tout dans la qualité de la recherche et qu'en fait, elle peut même poser beaucoup de problèmes. Et qu'une manière peut-être de régler ça, et je pense que c'est ce que montre votre présentation, c'est que pour qu'une traduction ne soit pas une trahison, il faut qu'il y ait un engagement pratique qui accompagne. Il suffit pas de traduire les mots pour que ça marche. Il faut qu'il y ait quelque chose que les interlocuteurs puissent mesurer pratiquement et du coup, ce consentement qui est nécessaire à la recherche, il se traduit tous les jours par la pratique du chercheur, quoi, et par les interactions quotidiennes. Et les gens, ils jugent sur pied et ils consentent avec leurs pieds, en fait. Ils ne consentent pas quand ils signent, ils consentent à chaque fois qu'ils ouvrent la porte quand tu viens les voir ou à chaque fois que qu'ils viennent en rendez-vous. C'est une forme de consentement pratique. Et deux exemples pour montrer ça, pour montrer qu'à la fois la médiation et la traduction ne sont pas une solution en soi. En prison, moi, j'avais travaillé sur la question de la prise en charge VIH à la MACA à Abidjan, dans un programme d'Expertise France. Et ils avaient mis des médiateurs pairs à l'intérieur de la prison. Tous les médiateurs pairs, c'était des caïds de la prison. Et en fait, le rôle de médiateur ne faisait que renforcer leur pouvoir. Pourtant, ils parlaient très bien la langue. Ils parlaient trop bien la langue, en fait, de la prison. Donc, les médiateurs ne sont pas forcément la solution. Et la traduction, je ne sais pas si on a retenu ça de la présentation de Maman ce matin, mais dans ce qu'il essayait de présenter, la solution qui avait été apportée par Expertise France pour le problème de la traduction, c'était d'enregistrer l'explication sur des cassettes. Et en fait, ce qui se passait, c'est que les infirmières de consentement qui faisaient signer le consentement s'endormaient devant l'appareil
et laisser la patiente, ou le patient, pas la patiente en l'occurrence, écouter la bande, et il n'y avait pas d'interaction en fait. Les mots étaient là, mais il n'y avait pas d'interaction, et donc c'était degré zéro du consentement éclairé, quoi. Merci. Mais vous avez raison, les médiateurs, ça peut avoir aussi un impact très négatif. Et du coup, je pense qu'il faut faire très attention déjà comment vous recrutez les médiateurs. Et puis, ça demande aussi un encadrement, mais pas qui est forcément vertical, mais en tout cas d'essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas justement ces jeux de domination au sein de la communauté qui se mettent en place, ou même au niveau des inclusions. Parce que ça, c'est ce qui peut se passer aussi, c'est qu'ils choisissent les personnes qu'ils ont envie. Mais ouais, il faut faire très attention. Bon, moi, j'avais une question. Il y a toujours ce point assez particulier en ce qui concerne les compensations, c'est-à-dire à savoir quand est-ce que on doit remettre la compensation aux participants. Et je voulais savoir, parce que c'est assez particulier dans la mesure où, pour certaines études, je suppose que vous vous étiez donné un nombre de sujets à atteindre. Si le nombre est atteint, qu'est-ce qu'il en est de toutes ces personnes qui viennent et disent « Bon, j'ai appris que je pouvais recevoir quelque chose en participant à une étude. Est-ce que je peux encore ?» Comment gérer en fait justement ces types de problèmes? Je réponds sur Covid-19, mais après peut-être toi sur Prévac aussi. En fait, nous sur le suivi, c'est vrai que ça a été compliqué parce que en fait, à M0, on incluait tout le monde, toutes les personnes qui étaient volontaires. Mais en revanche, après, à M3 et M6, on suivait les personnes qu'on avait incluses. Mais on allait dans les sites. Notamment, je parle souvent des squats et bidonvilles parce que si vous voulez, il n'y a pas vraiment. Enfin, il y a une structure au sein du squat. Il y a quelque chose de très hiérarchique. Il y a souvent des chefs de clan. Mais comparé par exemple à un hébergement d'urgence, les hébergements d'urgence c'était plus simple. On envoyait la liste, ils prévenaient les personnes. Dans les squats, ça a été compliqué, ça a été très compliqué, mais encore une fois, le rôle des médiateurs nous a beaucoup aidés parce que justement, il y avait une anticipation, ils allaient sur place, ils expliquaient bien aux personnes pourquoi on revoyait telle ou telle personne, et puis le fait d'arriver aussi avec, suivant les situations, des distributions alimentaires ou des distributions... Alors, ça pouvait être un peu tout et n'importe quoi en lien avec des associations qui bossent dans ce domaine-là. Ça a aidé. Et puis le fait également que on n'incluait pas de nouvelles personnes. En revanche, si des personnes voulaient être dépistées ou si voulaient connaître leur statut, on le faisait, quoi. Sans remettre de compensation. Sans remettre les 10 euros de ticket. Mais c'était juste pour compléter, parce que l'enquête Prévac que l'on mène actuellement, nous on remet également des compensations, qui, moi, je juge plutôt positives dans les situations très très vulnérables des personnes qu'on rencontre sur le terrain. Mais ça crée aussi un gros climat d'insécurité pour les enquêteurs. C'est-à-dire que des fois, les enquêteurs m'ont dit après coup, on n'a remis aucun ticket service parce qu'on ne le sentait pas. Et je vois la semaine dernière, j'ai un exemple, mes enquêteurs ont fini à 21h30 parce que toutes les personnes qui étaient sur place voulaient répondre au questionnaire pour avoir un ticket service. Sauf que même si nous, dans notre stock, on a suffisamment de tickets pour toute l'enquête, on ne remet pas aux enquêteurs 5 000 € en ticket service comme ça pour toute la durée de l'enquête. On leur remet au compte-gouttes. Et du coup, quand ils vont sur un site, ils n'ont souvent que 20 tickets max. Et ça a été assez très compliqué pour gérer la situation la semaine passée, quoi. Après, souvent, après tu me diras, l'info elle va vite, mais en tout cas, tu n'arrives pas en disant voilà, si tu réponds à la question, tu as un ticket service de 10 €. C'est souvent à la fin du questionnaire, et une fois que vous avez fini l'entretien avec la personne, où nous, en tout cas, on dit voilà, pour le temps que vous avez passé avec nous, on trouve ça normal.
de vous donner de vous compenser par un ticket service, quoi. Parlons d'un tout autre point. On va peut-être un peu attaquer la vaccination, bien que nous n'ayons pas parlé de cela. Plusieurs études, beaucoup plus socio-anthropos, parlent justement de la désinformation, parlent des difficultés pour certaines populations à l'accepter de manière générale. Je voulais savoir s'il était possible de nous en dire un peu plus aujourd'hui de l'état des lieux en ce qui concerne l'étude Prévac. Oui, bien sûr. Alors, on est encore en phase terrain, donc on n'a pas les résultats, mais en tout cas, on a déjà des idées, et puis on est déjà sur site tous les jours pour voir un petit peu ce que nous disent les personnes. On a d'une part, comme n'importe qui, les gens ont peur, en fait, de façon générale, les gens ont peur de la vaccination, ils ont peur que ça rende stérile. Il y a aussi beaucoup de références à la religion, au diable. Oui, après, il y a toujours les anti-vax ou voilà. Enfin, pardon, je dis anti-vax. Je veux dire les personnes qui pensent que du coup, ils vont être pucés en ayant le vaccin, etc. Tu veux dire dans ce qui freine les personnes à être vaccinées ? Dans ce qui les freine, oui, on est sur ça. Après, le manque d'information, et je trouve ça... c'est même assez récurrent, en fait. Les gens ne sont pas informés. Donc, il y a beaucoup, par exemple, de femmes enceintes qui n'ont pas eu d'infos de savoir si elles avaient le droit ou pas. Il y a beaucoup de personnes qui voudraient être vaccinées, mais elles n'ont toujours pas récupéré leur aide médicale d'État. Elles ne peuvent pas voir leur spécialiste parce que c'est des personnes avec comorbidité. Et du coup, elles ne savent pas si elles peuvent se faire vacciner alors qu'elles ont une hépatite, etc. Et puis, on en parlait tout à l'heure avec Marine, forcément, vu qu'on intervient sur des sites où il y a beaucoup de travailleurs sociaux, ou en tout cas une équipe qui est sur place, c'est aussi qu'est-ce que véhiculent en fait les équipes sociales. Ces personnes, souvent, n'ont que comme repère le travailleur social de la structure, et beaucoup sont anti-vax, et véhiculent une image très négative du vaccin, bien que ce soit des personnes très fragiles, des personnes très âgées. On se dit, mais c'est pas possible de... Enfin, ça nous étonne, en fait, de constater ça. Hein. C'est exactement ça, Charlotte. Après, c'est comme tu disais, je pense que ça démontre qu'il y a vraiment un manque de sensibilisation ciblée. Nous, on a des communautés, il y a 1% de la population qui est vaccinée et qui pourtant est dans la même précarité qu'un autre groupe qui vient d'une autre communauté. Donc ça montre bien quand même qu'il faut vraiment qu'on se penche plus sur de la sensibilisation ciblée par rapport en tout cas aux freins de chaque communauté, quoi. Et que c'est pas forcément une question de structure ou de manque de centres de vaccination, mais c'est plutôt une question de sensibilisation, quoi. Parce que là, nous, dans certains lieux, même si on travaille avec des associations, par exemple Coresan, qui font de la lait vert, ça ne changera rien. C'est pas ça qui va motiver les gens, en tout cas, à se faire vacciner, quoi. Et puis après, ça pose une question éthique également. Mais ça, on en parlait aussi un peu tout à l'heure avec les centres d'hébergement d'urgence ou les associations qui font de la distribution. Parce que c'est vrai que même si c'est pas obligatoire, il y a quand même une question éthique où ils poussent quand même à des endroits très sérieusement les personnes à se faire vacciner. Donc ça aussi, c'est peut-être quelque chose à discuter. Et des personnes qui ne souhaitaient pas du tout être vaccinées, notamment, qui se sont senties, enfin c'est pour compléter ce que dit Marine, mais qui se sont senties obligées de peur de perdre leur hébergement du SAMU social, de perdre la possibilité de vivre sur le foyer où elles sont. Voilà. Très bien. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Bon. Parfait. Merci beaucoup pour votre présence, vos présentations et surtout le retour d'expérience qui nous apporte énormément.
d'accord. J'apprends tout de suite qu'il y a une question sur l'accès aux études. Du coup, je pense que Marine, tu as dit qu'il y a un certain nombre de publications qui ont été faites. Ouais, bah, nous, on a pas mal sur Covid Homeless. Il y a beaucoup d'articles qui ont été publiés. Donc ça, je pourrais vous donner les liens via Stéphanie, peut-être, pour les mettre en ligne. Et sur... Oui, nous également. Dans le Lancet, on a publié cette enquête aussi. Très bien. Donc, Et après, Prévac, je pense que les premiers articles sortiront au début d'année prochaine.